Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce soit pour les salariés ou les dirigeants, la super nouvelle compétence, c'est juste d'être un doueur. Ouais. C'est-à-dire que Il faut mettre les mains dans le cambouis. c'est de faire les choses parce qu'en fait, il y a tous les outils pour faire et que le monde juste des thinkers, il est un peu passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire, tester, itérer, corriger. On s'est dit, tiens, l'IA répond bien sur le vin. Et ce serait formidable d'avoir finalement le vrai sommelier IA qui répond à toutes les questions sur le vin. Et l'erreur qu'on a faite, c'est que on est parti de l'outil et justement pas forcément du besoin client. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'IA, elle peut le faire, donc on va le faire. Et on n'a pas encore trouvé le bon angle. En tout cas, pour résister aux IA généralistes, aux acteurs type Shein, Temu, multigénéralistes, multispécialistes, il faut des marques ultra fortes. Ouais. C'est-à-dire que c'est un prérequis. Je pense que c'est la base de tout. Sinon, on est nécessaire, balayé. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est ça. Bienvenue dans AI, Retail and Beyond, le podcast qui explore comment l'IA et la technologie transforment les marques et redéfinissent leur manière de créer, de marketer et d'opérer. Je suis Emmanuelle Thomas, cofondatrice de Kira, agence créative IA. Dans ce podcast, j'accueille des dirigeants qui reviennent sur leur parcours, leurs décisions, leurs doutes et qui nous partagent leur retour d'expérience simplement et sans filtre. Un seul objectif, repartir avec des idées concrètes, pragmatiques et directement actionnables. Salut Gilles. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Super, ravie d'être avec toi aujourd'hui. On a préparé cet épisode et j'ai été impressionnée de tous les sujets que vous avez déjà testés avec de l'IA, avec de la tech. Donc, je suis hyper contente qu'on ait ce temps-là aujourd'hui pour revenir sur ce que vous avez testé, ce que vous avez mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et que tu nous partages tous les apprentissages qui ont lieu sur le chemin. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais et pour qui tu travailles ? Bien sûr, donc je m'appelle Gilles Raison, j'ai 52 ans, j'ai 3 filles, plus ou moins grandes, entre 12 ans et 22 ans. Okay. Et je travaille depuis à peu près 30 ans désormais, puisque j'ai vécu toutes les phases de l'e-commerce en fait, puisque j'ai commencé en 96 avec princesstamtam.com, donc le site de lingerie sur lequel j'ai fait les premières initiatives d'e-commerce en France, quasiment. Ouais. Ça commençait, je revenais du Canada moi, et j'avais vu ça quelques mois avant, et donc j'avais proposé ça au fondateur de Princess Tam Tam. Et ensuite, donc un parcours de 30 ans qui m'a fait passer par l'entrepreneuriat, une entreprise que j'ai revendue ensuite à La Redoute. Après, je suis entré dans le groupe Kering. Ensuite, je suis passé dans le monde du loisir un moment chez Wonderbox, où j'ai été leur digital officer. Et ensuite, chez Amazon, où j'ai lancé les chaussures et les accessoires de mode en France. Une belle aventure avec tous les learnings de ce qu'on peut faire quand on va chez Amazon. Et puis depuis 10 ans, je travaille dans la partie plus food tech et désormais wine tech. Donc j'ai dirigé Just Eat, la livraison de repas pendant plus de 5 ans. Et ensuite, j'ai monté monmarché.fr pour le groupe Grand Frais. Okay. Et depuis 3 ans, je dirige un ensemble de marques autour du vin et dont principalement la marque la plus connue en France, c'est Le Petit Ballon, qui est un site et une application d'abonnement de vin. Et qui fait également d'autres activités retail comme le vin chez Picard par exemple également, mais en tout cas une vraie activité d'e-commerce et de tech autour du vin, une société qui fait à peu près une 20aine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur la France. Et on a également 2 autres sociétés en Espagne, Decantalo.com, qui livrent dans toute l'Europe. Et on a racheté cet été au groupe Pernod Ricard Bodeboca.com, qui est le leader espagnol du e-commerce du vin. Donc tout ça fait un petit ensemble d'une bonne 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait, tout compris, ça fait à peu près une petite centaine de personnes. Ok.
pour opérer toutes ces marques et ces activités autour du vin et de l'e-commerce. Du coup, tu l'as défini comme wine tech. Et du coup, je me demandais comment sont répartis les gens en termes des différents métiers et quelle est la partie tech, justement, qu'on puisse comprendre aussi d'où vous partez. Parce qu'on va discuter beaucoup d'IA, mais j'aime bien poser le socle pour se dire, bon, c'est quoi la base, le terreau de départ ? Le gros des équipes, alors si je retire la logistique, Ouais. il y a une logistique qui est complètement internalisée donc ça fait forcément tout de suite un certain nombre de personnes. Mais sinon, le gros des équipes, c'est toujours des équipes d'achat dans les sociétés de retail, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de produits, en l'occurrence, à déguster, ce qui est plutôt sympathique dans le secteur du vin. La partie tech, c'est sur les 3 sociétés, si on ajoute toutes les personnes, c'est moins de 10 personnes. Okay. Donc ça fait une petite structure tech, mais sur lequel on a une utilisation forcément d'outils du marché. Donc c'est par exemple sur le petit ballon, on a migré sur Shopify en octobre 2024. Donc forcément, ça amène une certaine efficacité, en tout cas sur le temps qu'on va passer sur la tech. Ok, hyper clair. Et sur le sujet, si on repart de la genèse qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre où est-ce comment l'IA est en train de transformer aussi la façon dont vous opérez chez Le Petit Ballon. Si je reprends, on va dire, l'arrivée de ChatGPT fin 2022, vous, à partir de quel moment vous êtes dit on a des choses à intégrer, c'est pertinent pour nous, et peut-être ça a été quoi votre approche justement, à partir du socle tech que vous aviez déjà, c'est quoi un peu les déclencheurs et par quel bout vous l'avez pris, qui je pense est une question que tout le monde se pose. Oui, absolument. Donc, je dirais les premiers mois, un peu comme tout le monde, un peu perdu. Ouais. C'est-à-dire que ChatGPT est révélé, on va dire, au grand public, parce qu'en fait, on l'a vu d'ailleurs dans ton podcast précédent, il y a 2 ou 3 ans avant, il y avait déjà des gens qui intégraient des API avec OpenAI, donc c'est pas nouveau en fait, mais par contre, la vraie surprise, mais je pense qu'a surpris tout le monde, même Meta ou Google, ont été surpris de l'adoption grand public d'un produit d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout le monde pensait que ça allait être réservé à des développeurs, des techs, des geeks dans le monde entier. Mais je pense que qui pouvait penser que plus d'1 milliard de personnes allaient l'adopter et l'utiliser, et qu'un certain nombre de ces personnes allaient être prêts à payer plus de $20 par mois pour utiliser ça. Ça, c'est la surprise quand même. Et je pense que ça a surpris tout le monde, et c'est ce qui aujourd'hui a obligé des Google à accélérer très très fort aussi pour mettre aussi à disposition du public ce qui probablement était un outil de back-office interne pour améliorer ses propres outils. Donc ça a été la surprise. Nous, on a adopté assez rapidement par des essais, par des tests. Alors, l'idée... Alors, on verra que dans les exemples qu'on va prendre, qu'on n'a pas toujours réussi à le faire. Mais l'idée de base, pour toute innovation, je crois que c'est toujours de partir du client. Ça, alors moi, je suis passé par Amazon, donc le Start with Customer and Work Backwards, c'est un truc qui est un peu ancré, quoi, qui est de dire, voilà, je pars jamais de l'outil, mais je pars d'abord du besoin du client, de la manière dont mon client a besoin que je lui apporte un service, et ensuite je réfléchis. Et il y a une chose la première chose qui est venue assez vite, c'est le service client. Pourquoi ? Parce que déjà pas mal de startups ont développé des solutions. Ouais. Et donc, il y a rapidement eu énormément de personnes sur le marché qui ont trouvé un usage de l'intelligence artificielle pour la partie service client. Nous, il se trouve qu'on est parti assez rapidement avec Copernic. Copernic, c'est une start-up française qui est c'est basé sur OpenAI, mais c'est une surcouche qui est vraiment intéressante puisque elle permet notamment de se plugger à des outils internes. Exemple. Ça se plug à Shopify sur les statuts de commande et les statuts de livraison. Donc, ça permet de répondre à une question où en est ma commande, qui est quand même en général la première question qui est posée à un service client. Ça permet aussi d'avoir des ressources
qui sont propres et non publics. Donc, par exemple, nous, on a fait avaler à ChatGPT plus de 3 ans de Gazette du Petit Ballon, un magazine de 24 pages, qui, il y en a un par mois, donc 36 gazettes de 24 pages, qui est un petit peu toute notre vision du vin. Parce que c'est tout ce qu'on explique sur le vin, la manière dont on pense qu'il faut faire des accords mévins, la connaissance autour des cépages, des sols, des terroirs. Toute cette connaissance qui n'est pas standardisée, en fait, parce que c'est unique, c'est notre vision, c'est notre vision des choses. Et ça a été mis à disposition. Et ce qui veut dire qu'on peut poser des questions aujourd'hui, si on va sur lepetitballon.com, on regarde le petit symbole en bas à droite, et on peut lui poser des questions sur le vin qui sont assez pointues et qui sont notre manière de répondre à nous et qui ne sont pas celles standards de ChatGPT. Et donc ça, parce qu'en fait, tu disais, le service client... Alors déjà, peut-être pourquoi vous avez pris, au-delà de... Il y avait de l'offre. J'imagine que il y a eu aussi une décision de se dire on en a besoin pour venir améliorer quelque chose, que tu parlais de l'expérience client, de partir du client. C'était quoi qu'est-ce que vous aviez envie d'améliorer? Alors, ce qu'on avait envie d'améliorer, c'est le scope de réponse des agents du service client. La capacité de réponse. Par exemple, la question auquel 100% de nos agents ne savaient pas répondre, c'est des questions pointues sur le vin. Ok. Ce n'est pas des sommeliers. Donc, à partir de là, il y avait de la connaissance vin, mais il n'y avait pas une expertise ultra pointue sur le vin. Donc, quelqu'un qui, par exemple, nous disait comment je peux rafraîchir ma bouteille pour la boire dans un quart d'heure et pour l'instant, elle est à température ambiante et c'est un champagne, qu'est-ce que je fais ? Et donc, ça, forcément, c'est des questions auxquelles on a déjà répondu dans notre gazette. Et donc, l'IA est capable de dire, par exemple, qu'il ne faut pas hésiter. Ça peut paraître étonnant, mais c'est un conseil de sommelier. Pas hésiter, en fait, à la mettre au congélateur. D'accord, tu as le droit de le faire. Voilà, on a le droit de le faire. Même une bouteille de vin rouge, ça peut être 10 minutes au congélateur. Okay. On va repartir aussi avec des tips de sommellerie. J'adore. donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses qui ont été apportés parce que c'est des choses en plus. Pareil sur quel vin je vais aimer en fonction des autres vins que j'ai appréciés, par exemple. Donc ça, c'est une partie qui est importante. Et puis ensuite, après, l'autre, c'est une optimisation des coûts. Qui est de dire, il y a un certain nombre de tâches qui sont assez répétitives, sur lesquelles la valeur ajoutée humaine n'est pas énorme. Par exemple, répondre à un statut de commande qui est aller chercher dans un back-office un statut de commande, aller chercher un suivi de livraison, ce n'est pas une tâche qui est hyper exaltante pour un humain et sur lequel un consommateur n'a pas envie d'attendre 6 heures, 8 heures, 12 heures ou 24 heures pour qu'on lui réponde. Alors, il y a une amélioration de l'expérience client qui est de répondre dans l'instant et quelque chose qui n'est pas très excitant pour le service client. Et typiquement, le service client, un certain nombre de personnes ont été redéployées vers des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Par exemple, téléphoner à un client qui s'est désabonné pour comprendre ses raisons de désabonnement, mais ses raisons profondes, parce que forcément, le client va donner une réponse. Mais derrière, il y a souvent une autre raison qui est plus intéressante à comprendre et qui peut se comprendre qu'en parlant 5 minutes avec la personne. Ouais, donc ça transforme aussi le métier de l'agent de service client qui, plutôt que d'aller checker des statuts de commande sur lesquels il n'a pas de valeur ajoutée, forcément, plus qu'une IA va le faire de façon automatique et de façon aussi fiable, probablement, tu peux l'envoyer sur aussi des tâches qui vont permettre de la fidélisation ou en tout cas de lier véritablement à des actions très business, en fait. Sur absolument. Le comprendre pourquoi le client a churn. T'apprends quelque chose sur le process. T'apprends quelque chose, plus que de donner un statut de livraison sur une commande passée il y a 4 jours, quoi. Et du coup, quand j'entends le fait que vous ayez plugué cet outil d'IA de réponse de service client avec ce côté... Je récupère toute l'historique de ce que j'ai écrit, de cette connaissance métier. Comment tu évalues
que cet agent IA répond bien aux questions du client? Alors, de manière étonnante, déjà, la première chose, c'est qu'il y a une IA qui note l'IA. Donc, dans le système, il y a une IA qui donne qui donne le taux de satisfaction de la réponse. Donc, c'est intéressant, c'est une IA qui juge une IA. Mais au-delà de ça, il y a surtout un dashboard qui déjà classe toutes les conversations et qui, justement, permet d'identifier les conversations qui sont potentiellement non satisfaisantes. Et donc, toutes les conversations non satisfaisantes, donc elles sont visibles dans l'interface, elles sont téléchargeables ensuite, tout bêtement, dans un Google Sheet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reprend ces conversations non satisfaisantes et on adapte le prompt. D'accord. Quand tu dis juste non satisfaisante, c'est que l'IA qui est juge... L'IA juge et après nous-mêmes, moi ça m'arrive même à titre personnel, je reprends un certain nombre de conversations, je lis un certain nombre de conversations et si je vois que la réponse apportée par l'IA n'est pas exactement celle qui serait faite par l'humain le plus pertinent, et ben à ce moment-là on réadapte le prompt et on est capable de dire par exemple dans ce cas-là, je conseille à l'IA de ne pas dire ça ou au contraire de dire ça. Donc au cas par cas, c'est au cas par cas. Sans rentrer dans les logiques de prompt, mais venir lui dire, en tout cas renforcer une narrative, en tout cas une approche, quoi. Une des choses évidentes, mais ce qu'on a tous dans nos ChatGPT ou de Gemini qu'on utilise, c'est de lui dire n'invente jamais. Et ça, on sait que l'IA, par nature, fabule. Elle hallucine, on dit. Donc ça c'est natif, on va dire, puisqu'elle est censée répondre à tout. En fait, elle prédit le mot d'après. Voilà, elle prédit le mot d'après. Donc, mais justement, le prompt peut améliorer cette non-hallucination. C'est-à-dire qu'on peut lui dire... par exemple, tu as le droit de dire que tu ne sais pas et d'ouvrir un ticket auprès d'un agent humain. Et donc, on lui réexplique dans quel cas elle ne doit surtout pas répondre parce qu'elle n'a pas la réponse. Parce qu'on sait, elle n'a pas le droit de répondre. Elle n'a pas le droit de répondre. Donc, finalement, et ça fonctionne quand oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des éléments où on lui interdit de répondre. Et on lui dit, là, tu ouvres un ticket Zendesk. Et donc, il y a un ticket Zendesk qui est ouvert. Et donc là, il y a un agent qui récupère le ticket Zendesk. Mais le ticket, il est qualifié parce que pour le coup, l'IA, elle a analysé la demande du client. Elle a amené un petit peu de premiers éléments. Et donc, du coup, l'agent va pouvoir répondre beaucoup plus vite et beaucoup plus précisément. Et puis surtout, il va résoudre un problème qui est plus complexe que celui auquel, aujourd'hui, l'IA peut répondre. Mais là aussi, on l'améliore au fil du temps. C'est-à-dire que le scope de réponse qui peut être fait par l'IA augmente au fil du temps, puisque c'est par le fait qu'on lui plug d'autres outils ou qu'on lui amène d'autres informations lui permettant de mieux répondre. Donc ça, c'est toujours une tâche que vous faites toutes les semaines, tous les mois, de venir revoir toutes ces conversations qui sont considérées non satisfaisantes pour voir comment vous améliorez votre système. Ok. Plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est, tu m'as parlé de prompt, qui est souvent un gros mot, je trouve, qui peut faire un peu peur, parce qu'on parle de prompt engineering, donc on se dit il faut avoir des compétences techniques. Comment vous avez été accompagné par votre fournisseur de solutions sur justement la logique métier, ce que tu peux dire dans ton prompt ou pas, pour t'assurer que ton IA n'hallucine pas? Comment vous êtes monté en compétence, tu vois, sur ce sujet qui peut sembler un peu barbare? Donc Copernic, la société qui nous a produit ce service, dans un premier temps, a produit le premier prompt en fonction de ce qu'ils ont compris de nous. Et ensuite, ils nous ont laissé la main. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré le système, en fait. Et on a, pour le coup, on a pratiqué, quoi. On a pratiqué. On a compris, par exemple, à un moment, notre prompt était devenu trop long. D'accord. Et du coup, il pouvait se contredire sur certains points. Et donc là, typiquement, Copernic est arrivé à la conclusion que c'est un cas qui allait arriver chez plusieurs de leurs clients. On était
plutôt parmi les plus avancés, et donc à tout le temps compléter. Et donc, ils ont fait des sous-agents. Et donc, désormais, il y a un méta-prompt. Et ensuite, après, en fonction qu'on est dans un flux plutôt commande, un flux plutôt conseil vin, un flux plutôt réclamation, il y a un sous-agent qui lui-même a un autre prompt qui peut permettre de mieux répondre à la demande qui est spécifique. Mais du coup, il n'y a pas En tout cas, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que vous êtes monté très vite en compétence sur le système. On vous a montré l'exemple. Vous l'avez poussé dans ses limites, dans ses retranchements, l'outil. Et vous avez itéré sur comment on le rend plus performant sans avoir besoin de compétences techniques, finalement. Non, si on oublie la notion de prompt... C'est plus une vision de service client, de bien comprendre le besoin du client, mais davantage que technique. Après, un prompt, c'est ni plus ni moins que du texte. Donc, c'est pas à proprement parler technique. Après, il y a des logiques, effectivement, pour bien que les choses, justement, s'organisent bien et se contredisent pas. Mais c'est plutôt par la pratique qu'on a appris ça. Mais du coup, ça ne fait pas peur. C'est un peu mon point. C'est que c'est largement accessible à tous. À tous. Ça, c'est important. Absolument à tous. Et du coup, 2 questions que je vois, c'est... la mise en place de systèmes, j'aimerais avoir la perspective d'un point de vue du client qui parle à cet agent IA et la perspective de l'agent de service client qui était là et qui voit cette IA prendre une partie de son travail potentiellement. Si on commence d'abord par la partie du client, comment vous avez évalué que ça... Alors, j'ai compris que vous aviez cette notation, mais... Il y a la perception du client, elle est différente. C'est-à-dire se dire, est-ce qu'il est satisfait de la réponse ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent absolument parler à un humain ? Enfin, tu vois, comment vous avez vécu ça et l'approcher aussi vis-à-vis de votre client ? Pour les clients, on a laissé les 2 solutions. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas 100% remplacé en disant qu'il faut forcément passer par l'IA. Par exemple, l'IA... Ça, c'est une des choses qu'on a fait relativement au début. Il y a des consommateurs qui étaient frustrés de fait de parler à une IA. Et donc, ils disaient, moi, je veux parler à un agent. D'accord. Et donc, typiquement, dans le prompt, si vous essayez, on vous donne le numéro de téléphone. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, je veux le numéro de téléphone pour parler à un agent, la réponse, c'est qu'on donne le numéro de téléphone. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que si quelqu'un veut effectivement parler au téléphone, on pense que ça a de la valeur que quelqu'un parle au téléphone à un agent, en particulier quand il a une vraie question, une vraie demande. Donc, il y a toute la légende de la marque de retailer américain Zappos qui disait tout contact est une opportunité. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que quand le consommateur a envie d'un contact téléphonique, je pense qu'on n'a aucun intérêt à lui refuser ça. C'est une chance. Et d'ailleurs, nous, on le voit très bien parce que nous, il y a une chose qu'on suit comme le lait sur le feu, c'est les avis sur Trustpilot. Et les avis sur Trustpilot, on a à peu près un avis sur 3 qui vient sur Trustpilot, qui est quelqu'un qui, à un moment dans son histoire, en fait, a parlé à un agent. C'est-à-dire un moment qui a eu un problème, en fait. Mais ces problèmes se traduisent quasiment à 95% par une hyper-satisfaction après. Parce que c'est vrai, quand on parle à quelqu'un, en général, déjà le problème il est résolu. Et puis ensuite, on a vu que même quand ça ne se passait pas bien, ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui t'aide à trouver une solution. Et donc voilà, on a envie plutôt d'en parler. Ok, donc côté client, en tout cas, on a laissé la voie. Côté agent de service client, au début, un peu de peur, effectivement, qui est de dire, si ça fait ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, au fil du temps, voyant que ça ouvre des possibilités de tâches à plus forte valeur ajoutée, là, ça devient intéressant. Et que ça permet aussi de se former sur l'IA, puisque aujourd'hui, le prompt, on est plusieurs à y toucher. Moi, au début, je l'ai fait tout seul. Mais après, il y a 1 et 2 agents de service client qui peuvent toucher au prompt. Et puis, chacun peut
alimenter le système aussi par des données, par des choses comme ça. Donc finalement, on essaie de rendre un peu ça participatif et ça rend plutôt le métier plutôt plus drôle en fait. Et donc oui, ça, c'est intéressant, parce que c'est la discussion que j'avais dans le premier épisode avec Romain, c'est de se dire, quand l'IA vient reprendre un scope, en fait, c'est est-ce qu'on est capable d'étendre le scope ? Et là, c'est la même chose. C'est, en fait, vous leur avez proposé des nouvelles activités qu'ils n'avaient pas dans leur scope de départ, de pouvoir rappeler les clients qui allaient churn, ou qui s'étaient désabonnés. Et donc, ça a de la valeur, ça, pour le business. Mais il y a un accompagnement, il y a une explication, il faut accompagner les gens dans ces transformations. Et dans les faits, sur le long terme, il ne faut pas se cacher qu'il est vrai qu'à terme, il y a moins de personnes au service client par rapport au nombre de contacts. Mais comment on gère ça ? C'est tout simplement, il y a forcément de l'attrition. Dans un service client, les personnes ne restent pas 10 ans. Donc, on va dire tous les ans, il y a des départs de gens qui ont envie de faire autre chose de leur vie. Et donc, on gère aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on dit, est-ce qu'on a atteint aujourd'hui un seuil qui nous permet de ne pas remplacer une personne qui s'en va ? Et c'est plutôt comme ça qu'on a... Du coup, ça a effectivement baisser la taille du nombre de personnes au service client, mais sans avoir besoin de faire forcément partir des personnes. Ça, c'est un sujet de fond, je trouve, que je retrouve dans beaucoup de discussions que je peux avoir, c'est de se dire, en fait, on est dans un monde là, qui évolue extrêmement vite, avec de l'IA partout, où on se demande où est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on l'intègre, où est-ce que ça a de la valeur, et surtout, comment on accompagne les équipes. Là, on a parlé d'un premier sujet qui est le sujet du service client, où on voit déjà que ça nécessite une transformation. Comment tu fais en sorte... Parce qu'en fait, ce que je vois aussi, c'est que dès lors que tu commences à le mettre en place dans un endroit de l'entreprise, les autres services commencent à se dire « Ouh là là, quand ça va tomber sur mon service, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, comment toi, en tant que dirigeant, t'as géré et tu gères encore, j'imagine, cette transformation-là, comment t'accompagnes les gens à ce changement qui, en plus, est extrêmement rapide, peut sembler extrêmement violent, avec beaucoup de chaos et d'incertitudes. C'est une phase compliquée. Le message général, c'est de dire utiliser les outils d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le message, et c'est de dire à chacun, on est tous responsables de ne pas passer à côté des outils qui vont améliorer notre efficience et qui vont faire en sorte qu'on peut faire des choses meilleures pour le client. Donc, c'est une forme de message général et toujours pareil en leadership, lead by example, quoi. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut montrer des exemples, il faut faire des choses soi-même. Qu'est-ce que vous faites concrètement Donc, typiquement, il y a énormément de tâches qu'on a cherché à automatiser, qu'on a cherché à améliorer. Alors, on part toujours du client et on part toujours d'améliorer la vie de ceux qui font. Donc, on va prendre 2 exemples, par exemple. Premier exemple, donc il y a des dégustations de vin qui sont faites très, très régulièrement. Donc, des fois, sur une matinée, il y a 50 vins, par exemple, qui sont dégustés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 50 vignerons qui attendent la réponse. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir est-ce que leur vin est sélectionné, pas sélectionné, combien il a été noté, qu'est-ce qu'on en a pensé. Jusque-là, après les sélections, et quelqu'un faisait un email à chaque vigneron et lui dire voilà, votre vin, il a été noté. Puis j'imagine que mettre la note dans un fichier, les commentaires à la main. Tout à fait, les commentaires à la main. Ok. Tout ça, typiquement, ça a été automatisé avec Make. Make associé à un Google Sheet qui envoie un Gmail, qui remet dans le Google Sheet que l'email a été envoyé à telle heure, telle date. Et donc, ça, c'est typiquement quelque chose qui prenait du temps à quelqu'un et sur lequel on a le même service, mais beaucoup plus rapide. Et puis, toujours pareil, la personne peut plutôt, là, en l'occurrence, la personne qui faisait ça, elle a pu commencer de faire des achats, alors qu'avant, elle envoyait des mails à des fournisseurs. Donc c'est quelque chose de plus intéressant pour elle.
Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple sur lequel on a pas mal travaillé, c'est les descriptifs produits et la capacité. Une des grandes forces du petit ballon, c'est que dans une bouteille de vin, dans une box de vin, donc on en voit tous les mois, on met des fiches vin qui racontent le vin. Oui. Et ces fiches vin, elles sont issues du coup d'un contenu qui est écrit. Et là, on a réussi à faire en sorte qu'une partie de cette fiche, à partir d'un premier contenu qui est écrit et qui est propriétaire chez nous, elle puisse être finalement presque auto-rédigée. Pour, par exemple, on a ajouté, c'est tout frais là, c'est au mois de janvier de cette année, on a ajouté quelque chose qui est assez marrant sur le vin, qui est de dire, si vous aimez ce vin, voici ce que nous vous conseillons de dire quand on vous demande ce que vous voulez comme vin au restaurant. Okay, c'est quoi les mots que vous devez utiliser? Finalement, si vous aimez ce vin, voilà les quelques mots-clés que vous devez utiliser. Parce que c'est toujours une question qui est assez déstabilisante au restaurant. Quand le sommelier arrive et dit « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Et là, souvent, les personnes n'ont pas les mots, en fait. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Et donc là, on explique, si vous aimez ce vin, il se trouve que vous aimez les vins blancs qui sont très minérales et qui ont des arômes floraux. Ok, très bien. Donc là, vous êtes capable de dire... Tu l'apprends par cœur vous arrivez au restaurant, vous dites « je voudrais quelque chose d'un peu minéral avec des arômes floraux ». Là, et là, le sommelier il se dit « Ah, là, je suis face à un connaisseur ». Et donc ça, c'est assez marrant parce que du coup, on a extrait justement de la fiche produit comme ça, des petites phrases que peuvent réutiliser les personnes. Et ça marche, ça marche assez bien. Et on a fait un truc assez marrant, c'est que selon le niveau des bouteilles, on a adapté le langage pour que ce soit plus ou moins pointu et plus ou moins précis. Et voilà, et ça, l'IA nous aide à aller beaucoup plus vite à faire ceci que ce qu'on faisait précédemment. On le faisait finalement moins bien, en fait. Ouais, donc là, les deux exemples que tu donnes, c'est intéressant parce que tu prends le premier exemple sur la sélection des vins. Tu avais une tâche assez compliquée, rébarbative, hyper manuelle, avec une personne qui s'occupait de ça. Et comme le cas du service client, c'est de dire, en fait, ça, on l'automatise. Et puis, vous avez un ADN quand même assez tech, parce que c'est du make avec des Google Sheets. Ça demande quand même un peu là, oui. d'expérimentation. Et là, il y a une personne qui s'appelle Fanny Jardin dans l'équipe, qui un jour m'a proposé, elle m'a dit voilà, je voudrais me former aux automatisations. Et elle m'a dit, je voudrais faire les formations de Shubham. Shubham, vous pouvez regarder sur YouTube, il a plein de vidéos tous les jours. Il est quelque chose. Et je lui dis, oui, tu peux faire cette formation, mais en revanche, le contrat, c'est d'être au service de toute l'équipe pour proposer et aider chacun à voir les choses à automatiser dans son rôle. Okay. Et donc, c'est finalement de devenir une espèce de banque de services que quelqu'un dit « Ah ben ça, je le fais, ça fait 3 fois par jour, je fais ce truc-là et je perds vachement de temps. » Ok, Fanny a compris la logique des automatisations avec tous ces petits agents IA qui peuvent faire des trucs. Et donc, elle est capable de venir vers les personnes et dire « Ok, je vais t'aider et je vais t'apprendre à le faire, surtout. » Et du coup, plein de questions sur Fanny. Parce que, tu vois, je pense pour notre audience, c'est de se dire, si je veux faire ça, moi, en interne, Fanny, elle a quel profil? Comment elle s'est assurée d'aller récolter ses besoins en interne, de les prioriser, de se dire, on travaille sur ça et pas sur ça. Donc Fanny, c'est un profil qu'on peut trouver dans beaucoup d'entreprises, école de commerce, ex-consultante. Mais c'est pas un background d'ingénieur qui maîtrise la tech. Alors après, on va dire avec une appétence tech. En tout cas, quelqu'un. Mais de toute façon, je pense que c'est je dirais que c'est un message général à tous. Ça, faut pas avoir peur de la tech. En fait, souvent, ça fait peur. Et moi, je suis pas tech, par exemple. Mais j'ai jamais peur de tester les outils, jamais peur de... Parce qu'en fait... D'écrire un prompt. La vérité, c'est que entre le no-code et l'IA aujourd'hui, il y a
on peut faire 90% de ce que fait un tech sans savoir faire de tech. Il suffit de tester lovable.dev. Tout le monde est capable de faire un site internet en 2 minutes, fondamentalement aujourd'hui. Non, mais ça réduit énormément la barrière à l'entrée pour produire des sites, des apps. Maintenant, après, tu arrives à faire 80-90%. Et puis après, est-ce que tu arrives à faire un système robuste, scalable? Ouais. Je pense qu'il y a plein de cas d'usage parce que je ne voudrais pas me mettre à dos mes amis tech. Ah bah après, mais tu vois, heureusement qu'ils sont là pour faire les outils. C'est-à-dire que les outils, non, heureusement, déjà, pour faire de l'IA, il faut des techs incroyablement talents. Tous les outils de no-code, c'est pareil. Tous les outils type plateforme, type Shopify, forcément, nous, quand on est passé sur Shopify, moi, j'ai dit à l'équipe, maintenant, on a une équipe tech de 1000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 1000 personnes qui travaillent pour nous et qui font, quand ils font une release je crois que c'est tous les 6 mois, tout d'un coup, il y a 150 nouvelles features qui arrivent. Et donc, on peut aller piocher dedans. Alors, sur les 150, il y en a peut-être 7 ou 8 qui vont nous intéresser parce que forcément, elles ne sont pas forcément liées à notre activité. Mais c'est 7 ou 8. Des fois, on n'y avait même pas pensé. Après, je pense que tu as raison d'insister là-dessus. C'est que, aujourd'hui, on a tellement d'outils qui nous permettent, et Lovable est un très bon exemple, de pouvoir... et je ferai un parallèle, c'est que tu as des outils comme ça qui te permettent, quand tu n'es pas tech, de développer une application. C'est génial parce que tu peux avoir une idée, tu peux aller au bout de ton idée. Et de la même manière, moi qui travaille sur des sujets créatifs, tu peux avoir des idées créatives auxquelles tu peux donner vie, alors que tu n'es pas photographe, tu n'es pas illustrateur. Et donc, c'est aussi, je trouve qu'on est dans un monde où aujourd'hui, où si tu as une idée, même si tu n'as pas les compétences techniques qu'il aurait fallu avoir il y a quelques années, tu peux donner vie à tout ça. Et ça, je trouve que c'est des super pouvoirs assez incroyables auxquels on a accès. Encore faut-il s'en saisir et de ne pas avoir peur d'y aller et de prendre en main tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce soit pour les salariés ou les dirigeants, la super nouvelle compétence, c'est juste d'être un doueur. Il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est de faire les choses parce qu'en fait, il y a tous les outils pour faire et que le monde juste des thinkers, il est un peu passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire, tester, itérer, corriger. Et il y a besoin de beaucoup de gens qui font, en fait. Mais aujourd'hui, ça réduit énormément la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que moi, je le vois dans le monde des startups, c'est... en fait, une fois que tu as l'idée, tu as tout pour la faire le plus vite possible. Et c'est ça la différence qui va se faire entre deux startups. Donc, très, très aligné là-dessus. Et pour revenir, donc Fanny, elle n'a pas un profil tech. Elle a une appétence tech et elle avait envie. Et comment elle est arrivée en interne pour identifier les besoins, les choisir, savoir... Où est-ce que ça avait du sens? Enfin, tu vois, vraiment prioriser, si je reprends ma casquette de product, tu vois, c'est... D'abord par un appel à candidature, c'est-à-dire que qui veut mon aide et donc... Et ensuite, comme c'est souvent c'est des choses qui mettent pas tellement de temps à mettre en place. Donc en fait, il n'y a pas un backlog terrible parce que c'est que des choses qui peuvent mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Donc c'est pas... Finalement... Tout est faisable assez rapidement, en fait. Et donc en fait, les gens ont levé la main, ont dit tiens, ça, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Elle a regardé, elle a mis en place. Aussi simplement que ça. Et elle fait, c'est quoi le reste de son activité? Parce que j'imagine que c'est pas 100%. Elle est head of project, donc elle s'occupe de elle met prendre en place des projets. Mais pas uniquement que ces projets. Pas uniquement ces projets. Ces projets ça peut être des projets. d'automatisation. Là, par exemple, il y a une chose, par exemple, qu'elle a fait. Là aussi, l'IA a énormément aidé. C'est on a lancé au mois de novembre 2025 5 pays simultanément pour le Petit Ballon. Et donc le Petit Ballon n'était qu'en France, sous la marque Le Petit Ballon. Et on a décidé simultanément de lancer l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça, c'est quelque chose qui aurait été impossible sans l'IA. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que traduction automatique de tous les contenus. Premier point. Service client.
ne parle pas toutes ces langues, mais simplement, Copernic, typiquement, est capable de traiter toutes les requêtes de service client dans toutes les langues, première chose. Et puis ensuite, pour les emails ou les choses asynchrones, désormais, la traduction par l'IA permet de faire ça. Donc, ce qui veut dire que là où on se serait considéré pas prêt, en se disant, non, on n'est pas structuré parce que, on ne sait pas tout traduire, tous nos contenus. 2, on ne sait pas répondre aux clients. À partir du moment où on résout ces 2 trucs-là, on sait faire. Après, c'est qu'une histoire de logistique. La logistique, c'est physique. Et ça, il y a des solutions. J'ai envoyé des colis dans différents pays. En fait, ce n'est pas un problème. Oui. Et puis après, nous, il se trouve qu'on avait une grosse expérience de l'international avec Decontalo, puisque Decontalo fait 80% de son business hors d'Espagne. Okay. Et donc, notamment, on sait gérer les droits de douane, parce que dans le vin, il y a des questions étonnamment, à l'intérieur de l'Europe, il y a des droits sur... Tu bénéficies pas, des droits et des taxes. Non, tout à fait. Non, c'est un secteur qui est un peu particulier de ce point de vue-là. Donc ça, on sait gérer. Vous aviez l'expertise, mais typiquement, donc Fanny, typiquement, a pu gérer ce lancement international en animant l'équipe, mais en utilisant, notamment sur la partie traduction, les outils d'IA, pour le coup, qui sont en partie natifs à Shopify, puisque dans Shopify, il y a des boutons où on appuie sur un truc, puis tout se traduit quasiment automatiquement. Mais ça, je trouve que c'est un bon conseil qui est très pragmatique, c'est de dire, en fait, tu vois, tu as quelqu'un qui est motivé dans ton équipe, qui dit, j'ai envie de me former à ces sujets d'automatisation, et tu lui dis, ok, vas-y. Par contre, il faut que ça soit concret. C'est-à-dire qu'au-delà de se former, c'est comment ? Et on revient au sujet des doers, c'est de dire, OK, c'est bien de se former, mais concrètement, comment on l'applique ? Ça, je trouve que c'est très... tu vois, moi, je me dis toujours, quand j'enregistre ces contenus, c'est avec quoi l'audience peut repartir d'actionnable. Pour moi, ça, c'est hyper actionnable. Se dire, OK, est-ce que j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a envie ? Et comment on a un résultat tout de suite en se disant, on a appris quelque chose, comment on le met en œuvre. Et donc, en fait, tu as cette stratégie des petits pas. C'est-à-dire que tu ne te dis pas, je vais faire un projet IA qui va mettre, tu vois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, tu as tout de suite un premier projet sur lequel tu disais, ça peut être 1 journée, 2 journées, mais où tu vois tout de suite un bénéfice parce que tu avais quelqu'un qui passait du temps sur des tâches potentiellement rébarbatives à peu de valeur ajoutée. Donc, c'est un bon, je trouve que c'est un bon tips. C'est un bon sujet sur lequel on peut appliquer ça rapidement. Et je reviens sur ma question de départ qui était de dire comment tu accompagnes cette transformation. Tu m'as dit lead by example. Qu'est-ce que toi tu fais pour être exemplaire ? Enfin, au sens de je montre l'exemple sur l'usage des nouvelles technos. Alors, j'ai compris que tu avais... Sur Copernic, c'est toi qui avais fait le premier prompt. Donc, déjà, ça montre que par exemple, tu mets les mains dans le cambouis. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais au quotidien ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a cet effet de répétition dans l'exemplarité. Par exemple, je produis pas mal de contenu personnellement. Je ne l'écris pas tout par l'IA, mais j'utilise... pour produire plus et bien, et j'explique que j'utilise, en fait. Okay. C'est quoi comme contenu par exemple, je produis toutes les semaines un édito qui raconte un petit peu la semaine, qui raconte aussi des découvertes que j'ai faites, des choses que j'ai en tête. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que j'arrive à écrire en 10 minutes. Et sur lequel l'IA me permet de le structurer d'une manière qui est cohérente toutes les semaines et sur lequel l'IA n'invente jamais le contenu. C'est-à-dire qu'il faut lui donner le fond. C'est toi qui mets la matière, voilà. Bien sûr. C'est le fond, il vient de moi. Mais en revanche, la forme, elle est... Et souvent, moi, je suis très, très surpris. C'est-à-dire que plus on itère avec une IA, plus elle a bien compris la manière dont on voulait communiquer. Et donc ça, c'est vraiment important. Tu capitalises véritablement sur ton ton de voix, sur ta façon de parler. Oui, c'est la même chose sur LinkedIn, par exemple, où moi, j'ai un méta-prompt qui explique exactement comment je veux faire mes posts. Et ce qui me permet de poster
assez fréquemment, au moins 2 fois, 3 fois par semaine, en y passant 10 minutes par poste. Et comment tu les illustres? Parce que moi, je fais une aparté, mais je trouve que l'enjeu sur LinkedIn, c'est avoir une idée d'un bon contenu, d'une narrative, ça peut devenir. Après, je trouve que l'illustrer, c'est souvent, moi, de mon point de vue, c'est ce qui me prend le plus de temps. Et c'est vrai, j'ai pas encore trouvé la meilleure solution. Pas de tips pour nous. Non, j'ai pas de bons tips. Parce qu'effectivement, les illustrations... quand on demande des images à ChatGPT, on est souvent déçu. En tout cas, alors après, avec Nano Banana dans Gemini, là, il y a quelque chose qui est plus intéressant en lui mettant une première base. Donc voilà, j'ai pas encore, mais j'ai pas encore la solution. Mais quand on voit la vitesse à laquelle je regardais hier. Par exemple, j'avais jamais. C'est la première fois que je voyais, par exemple, que dans Google Slide, aujourd'hui, ils ont rajouté plein de features Gemini AI qui permettent de retravailler ces images d'une manière assez étonnante. C'est-à-dire que vous partez d'une image carrée, vous la mettez en rond et vous lui dites de retirer le fond, il vous retire le fond. Enfin, en fait, on peut quand même aller très très vite, on peut se faire des petites compositions quand même extrêmement rapidement. Ouais, ça, on n'avait pas ça il y a quelques mois, effectivement. Ok, donc tu as tes outils pour écrire plus vite du contenu. Et juste, je reviens sur un point. Tu disais, et je dis que je l'utilise. Comment tu l'expliques? Enfin, justement, moi, quand tu me dis, je fais ça et ça met 10 minutes, je me dis, mais comment il fait? Comment, justement, tu l'expliques à tes équipes pour qu'elles se disent, ah ben moi aussi, je peux faire comme Gilles? Et ben, typiquement, moi, il m'arrive souvent de montrer mon prompt. C'est-à-dire que je dis, voilà mon prompt pour les posts LinkedIn. Voilà exactement ce que j'utilise, quoi. Mais ça va loin dans justement, j'utilise et je montre ce que je fais, quoi. D'ailleurs, j'ai fait un jour même un post LinkedIn pour montrer le prompt que j'avais utilisé. Parce que un jour, j'avais fait un post avec 1 million de vues. Et qui m'avait pris 10 minutes. C'était sur Tony Estanguet. Il m'avait pris vraiment 10 minutes. Et du coup, j'en ai refait un après pour expliquer comment j'ai mis 10 minutes pour écrire un post qui a été vu 1 million de fois. Et je pense qu'il explique bien, mais qui montre bien que tout le contenu, il vient du prompt. En fait, il n'a rien inventé, le truc. Mais simplement, il a réussi à le mettre en forme avec les bons codes. Qui fait que ça commence bien par une phrase un peu un hook. Un hook. À la fin, il y a bien un appel à commentaires qui est assez puissant. Le truc est bien structuré visuellement. Par exemple, une chose qui prend énormément de temps si on fait son LinkedIn tout seul, c'est les emojis. Aller trouver des emojis, c'est une horreur, ça. Encore plus sur ordinateur que sur téléphone, d'ailleurs. Sur ordinateur, aller chercher les emojis, c'est hyper lent. En plus, on n'a jamais les bons. Ça. Pour le coup, si on explique bien à Gemini ou ChatGPT le type d'emoji qu'on veut. Moi, je lui dis, par exemple, dans un post, je veux entre 3 et 5 emojis au bon endroit, mais je veux des emojis qu'on ne voit pas tout le temps. Donc je veux qu'il m'en cherche, qu'il sorte un peu des sentiers battus, qu'il ne soit pas juste sur la première page. Et du coup, il m'en trouve un petit peu marrants. et ça, c'est juste en copiant-collant, en faisant copier-coller. Du coup, on publie plus facilement. Ok, hyper clair. On a parlé de tout ce que vous avez mis en place. Franchement, il y a plein d'exemples. Où est-ce que vous avez galéré ou en tout cas... passer plus de temps, ça a été plus laborieux que prévu ou ça a échoué potentiellement? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez dû mettre en stand-by ou carrément arrêter parce que l'IA, vous pensiez que c'était une bonne idée, ça ne marche pas? Il y en a un pour l'instant qui est encore au garage, que j'aurais aimé lancer l'an dernier mais qu'on n'a pas pu faire parce que je pense qu'on a fait une petite erreur originelle. C'est le sommelier IA. Un vrai sommelier IA. Et donc on s'est dit, tiens, l'IA répond bien sur le vin, et ce serait formidable d'avoir finalement le vrai sommelier IA qui répond à toutes les questions sur le vin. Et l'erreur qu'on a faite, c'est que
on est parti de l'outil et justement pas forcément du besoin client. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'IA, elle peut le faire, donc on va le faire. Et on n'a pas encore trouvé le bon angle. Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que ChatGPT, Gemini et tous les autres avancent très vite. Mhm. La question, c'est où est-ce qu'ils vont aller. Oui. En gros, la question pour tout site e-commerce aujourd'hui, c'est comment ne pas se faire des intermédiaires. Oui. En fait, comment ne pas simplement devenir le stock, l'inventaire d'une interface qui n'est plus la nôtre. Ou simplement, hop, on recevrait juste des commandes, mais on peut être balayé du jour au lendemain, puisque s'il n'y a plus de relation directe avec le client. Et ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut mettre l'énergie à apporter le flux catalogue à ces IA parce qu'elles vont quand même amener plein de commandes, plein de clients, mais au risque d'être complètement des intermédiaires. Et demain, si l'algo, en tout cas l'IA, décide de tourner les commandes différemment, de perdre complètement la donne. Donc ça, c'est un enjeu. Et quand on entend que dans ChatGPT, demain, typiquement, on pourra commander, et notamment, il y aura des plugs avec Shopify où on va commander directement, mais quel va être le rôle du vendeur, de son identité, de son positionnement, de sa différenciation, de son ton de marque. Donc voilà, donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas abouti, c'est qu'il y a beaucoup de questions et qu'il faut un peu être visionnaire sur ce qui va se passer parce qu'il ne faut pas mettre l'énergie au mauvais endroit. Et ça, comment tu le prépares ? Eh ben, on va reprendre le sujet, là, on le reprend. Et à un moment, il faut faire un pari sur est-ce qu'il vaut mieux passer de l'énergie justement à être le champion du feed catalogue sur toutes les IA, ou est-ce qu'au contraire, il faut développer notre propre interface. Alors moi, je crois, mon premier avis, c'est que dans chaque secteur, il va y avoir un champion qui va être l'interface pour les clients basée sur l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de vendeurs. Chaque vendeur a son positionnement. Oui. Et demain, probablement, il y aura le champion de la déco, il y aura le champion de la mode, il y aura le champion de la food. Donc une sorte de concentration ? J'ai l'impression. Mais qui se concentrerait autour de quoi ? Tu aurais quoi comme interface ? Tu serais via une IA aussi, tu penses ? À mon avis, l'e-commerce va devenir beaucoup plus conversationnel. Et donc, une conversation qui va être écrite ou vocale, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme d'agent qui va devenir un hyper expert d'un secteur. Alors, je pense que ChatGPT et Gemini vont le faire. Mais la question, c'est pour nous, acteurs déjà d'un marché, c'est est-ce qu'on est capable de devenir le super expert de ce marché-là et finalement d'être plus performant que l'outil standardisé parce qu'on va lui amener du contenu qui est spécifique, propriétaire et non publié. Oui. Ce que tu expliquais avec votre gazette, par exemple. C'est ça. Et ça, la question de ce contenu propriétaire non publié, c'est comment tu continues de l'alimenter ? C'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus qu'à un moment ou un autre, il est complètement possible que tout ce contenu, par exemple le contenu livresque, par exemple, il est tout à fait possible que demain, OpenAI, il y ait un accord avec, je sais pas, on va prendre pour la France les éditions Hachette et lui rachète justement et l'accès à tous ces PDF. Et donc tout le contenu écrit par un éditeur sera peut-être indexable et donc du coup traité comme information. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un vrai enjeu stratégique qui est difficile pour les marques aujourd'hui, qui est de trouver... Mais c'est quoi le pouvoir de la marque ? Oui, absolument.
Tu vois, on en parlait la dernière fois. Il y a aussi je pense que le consommateur peut avoir un attachement très fort à une marque et à une expérience pour laquelle tu auras peut-être du mal à retrouver ça dans un ChatGPT ou dans un Gemini. C'est sûr que, en tout cas, pour résister aux IA généralistes, aux acteurs type Shein, Temu, multigénéralistes, multispécialistes, il faut des marques ultra fortes. Ouais. C'est-à-dire que c'est un prérequis. Je pense que c'est la base de tout. Sinon, on est nécessaire, balayé. Mais c'est pas suffisant. Ah, mais c'est ça. Je pense que sans marque puissante, avec un vrai positionnement, une vraie mission, un vrai attachement d'une communauté, les marchands sont balayés par les innovations technologiques et par la concurrence mondiale, en fait. En fait, tu as répondu à ma dernière question, la question que je pose à la fin, qui est de dire comment tu t'imagines, on se revoit dans 5 ans, comment le marché a évolué. En gros, tu me dis, en fait, il y aura peut-être 2 mondes. Le monde des IA, des LLM, donc ChatGPT, Gemini, dans lequel le user fera sa commande. Et en fait, les marques seront les marques les moins incarnées ou les moins fortes, on va dire ça comme ça, seront que des stocks. Ouais. Ils prendront des commandes et seront extrêmement dépendants de l'IA et de... Est-ce qu'ils ont le vent en poupe ou pas, on va dire ça comme ça. Mais de la même manière que les marques aujourd'hui sont extrêmement dépendantes des algos, des réseaux sociaux. Des algos de Google depuis des années. Et, tout. Et effectivement, il restera probablement les marques qui ont trouvé un positionnement qui est singulier et qui ont créé une sorte de base de fans. L'impact de la communauté, en fait. Une communauté qui suit cette marque et qui a des bonnes raisons de la suivre parce qu'il y a un bénéfice à la suivre, un désir d'appartenance, des connexions peut-être entre les membres. Voilà, il y a énormément ça doit répondre à des vrais besoins des consommateurs. Et du coup, question bonus sur ce sujet, parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup réfléchi à quelle direction ça peut prendre tout ça, avec cette incertitude finalement, parce que je pense qu'on serait vu il y a 2 ans, on n'aurait jamais imaginé là où on en serait aujourd'hui. Donc, on voit à quel point ça va vite et c'est très compliqué. Je pense que c'est aussi un des sujets de l'implémentation de l'IA de manière générale, c'est de ne pas savoir quelle va être l'évolution du modèle dans X semaines et de se dire est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant ne sera pas obsolète. Absolument. Comment tu fais, toi, pour rester à la pointe de ce qui se fait et nourrir cette réflexion de quelle est ma vision pour ma boîte pour la suite? Écoutez, beaucoup de podcasts. Ok. T'as des podcasts. Si t'as quelques recos d'infos, c'est cool. J'ai écouté 10 000 heures de podcasts en 2025, donc c'est beaucoup. Je marche beaucoup, donc c'est toujours en marchant, parfois en cuisinant également, mais en tout cas, voilà, beaucoup de podcasts. Il y en a énormément de bons. Hein. Il y a les podcasts français qu'on connaît, les générations do it yourself, Tech 45 par exemple, qui est très intéressant. Donc tu suis beaucoup aussi la tech. Oui, la tech, mais pas que la tech aussi, parce qu'il y a je trouve que c'est intéressant de s'ouvrir à d'autres, complètement d'autres sujets qui peuvent être l'écologie, la philosophie, la médecine. Par exemple, il y a un podcast qui s'appelle Vlan, qui est très, très intéressant. Ouais. C'est-à-dire qui est assez prospectif. Très prospectif, mais du coup, ça ouvre les chakras aussi. Et ça ouvre les chakras sur d'autres choses. Et puis après, il y a des podcasts beaucoup plus on va dire... polémique ou type Thinkerview, par exemple. Oui. Thinkerview, ce qui est intéressant en Thinkerview, c'est d'écouter, je trouve, des intervenants qui ne pensent pas du tout comme soi.
Ouais. On est confronté à des opinions contraires. Ça fait réfléchir, ça te pousse d'ailleurs, aussi. il interviewe des gens qui sont complètement opposés, politiquement, technologiquement, et c'est intéressant d'écouter des gens qui ont des opinions contraires, quoi. Ouais, mais c'est une des discussions que j'avais cette semaine, c'était à l'ère de l'IA, le critical thinking, c'était une compétence extrêmement importante pour challenger ce qu'on lit, qui commence à être aussi homogène, générique, qui vient d'une IA, on l'a dit tout à l'heure, qui hallucine, qui prédit le mot d'après. Donc, voilà. Et donc avoir cette capacité, je trouve, à être confronté, à se poser des questions, c'est aussi extrêmement important dans le monde dans lequel on évolue. Est-ce que tu as une autre ressource autre qu'un podcast ou une personne à suivre Après, les vraies rencontres humaines. Hein. Ouais. C'est ça, c'est créer du réseau et échanger avec des pairs. Échanger, discuter. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont en avance de phase. Et donc, c'est intéressant. Même en interne. C'est-à-dire qu'en interne, moi, par exemple, j'ai une personne qui s'appelle Olivier Kraft dans mon équipe, qui est le directeur marketing, qui est quelqu'un qui est aussi très avancé sur ces sujets-là. C'est-à-dire par exemple, qui a développé pour le petit ballon un modèle qu'on appelle Minimal GPT, sur lequel il y a un méta-prompt qui permet de répondre comme on veut que le petit ballon réponde. Donc, par exemple, nous, on a un petit truc au petit ballon, c'est qu'on dit que notre ton doit être 80% canaille et 20% sérieux. Et en revanche, ce qu'on lui demande, c'est de ne pas être... Ce que fait, par exemple, ChatGPT nativement, c'est que c'est très américain, c'est très amazing. Et typiquement, ce prompt dit... Faut pas être, nous, on n'a pas envie de ce type de réponse. C'est-à-dire que tout n'est pas amazing. Et donc, tu baises un petit peu ton enthousiasme. Mais par contre, tu mets un petit peu plus d'humour dans le truc. C'est ce qu'on appelle de ton canaille, qui est le petit jeu de mots. Mais c'est pas 3 jeux de mots dans la phrase. C'est un petit twist par-ci par-là. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, je pense que dans toute organisation, il y a toujours des personnes qui, par nature, sont très curieuses et qui sont toujours intéressantes à écouter parce qu'elles ont avancé sur quelque chose d'autre. Et par exemple, je me souviens que cette personne, Olivier, quand Nano Banana est sorti, je sais pas, 2 heures après, il avait déjà testé, quoi. Et donc tout de suite, il m'a dit, ok, il me dit, essaye ça, ok, tu fais une photo du bureau et tu changes la couleur de la moquette. Ah oui, c'est intéressant. Effectivement, là, tu te dis, les décorateurs d'intérieur qui effectivement recommandaient la couleur d'un mur et utilisaient leur petit logiciel et puis vendaient une reco et tout, et puis pour te changer 3 meubles et tout, maintenant tu lui dis mets 3 meubles de beau concept et un mur et mets-moi je sais pas quoi, la couleur de l'année sur le mur et c'est fait. Sur la partie créative, il se passe aussi beaucoup de choses. Ça, c'est mon sujet de prédilection. Après, c'est vrai qu'il y a ce que permettent les modèles, changer une couleur de moquette, etc. Il y a des choses très simples. Après, nous, on travaille avec beaucoup de marques. On voit que l'enjeu, c'est comment on rend le produit extrêmement fidèle dans un visuel. Et en fait, ça reste encore beaucoup de travail quand on veut avoir beaucoup de précision. Donc, je trouve que ça, c'est encore des sujets où des modèles te permettent de faire... Et c'est exactement la même chose que sur les LLM, sur la partie texte. C'est que tu arrives à un résultat avec de faire 80% du travail, mais il y a aller chercher les 20% restants. Ça reste de l'humain qui va être capable de calibrer la précision, la justesse... donc mais moi je reste bluffée tous les jours par toutes ces avancées. Sur l'image, je pense que tout l'enjeu pour les marques, une marque, elle doit trouver son grain, sa personnalité. Et c'est vrai qu'il y a tout un enjeu pour réussir à atteindre cette spécificité que doit avoir chaque marque sur la manière de faire ses photos. C'est exactement ce que tu as dit sur le ton canaille et le ChatGPT qui dit amazing. Dans l'image, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que
par défaut, si tu regardes ce qui va sortir de l'IA, va être assez générique finalement. Et donc, c'est comment tu arrives à ramener la DA, la direction artistique de la marque, à ce que ce soit cohérent avec... Si tu mettais ce visuel-là à côté du reste des visuels, est-ce que tu n'arrives pas à dire celui-là, c'est de l'IA? Parce qu'en fait, il a tellement bien pris les codes de la marque, mais ça se fait... Comme tu l'as très bien dit sur le ton canaille et sur la génération du texte, ça se fait parce que tu l'as calibré au départ, tu as vérifié que ça fonctionnait bien. Et donc, moi, j'insiste souvent sur le fait que sans humain, et si tu mets pas de la qualité en entrée, tu n'auras pas de qualité en sortie. Et puis, si tu n'as pas l'humain à la fin pour vérifier aussi ce qui est en sortie et pour être exigeant sur la sortie, pour dire non, là, on n'y est pas. Et ce que vous faites sur le support client, de dire en fait, sur ces tickets, non, c'est pas acceptable, donc on doit retravailler. Nous, on fait exactement la même chose dans l'image. De se dire non, en fait, là, ce qui sort, on n'y est pas. On n'y est pas parce que la lumière est pas juste, parce que le produit il a un petit défaut. Et des fois, c'est des petites choses, mais qui fait qu'à la fin, une image, elle est incohérente. Elle marche pas. Tu dégages une émotion ou pas, parce qu'en fait, il y a un truc qui cloche. Et c'est exactement pareil. Donc, moi, je reste convaincue que cette combinaison d'humain qui est capable de maîtriser une IA peut faire des résultats intéressants si on met de l'énergie pour atteindre une exigence dans le respect de la marque. Donc, pour finir, c'est vraiment avoir aussi t'entourer de personnes qui ont ce côté très technophile, curieux des nouveaux usages, avec qui tu vas pouvoir échanger sur tiens, on peut faire ci, on peut faire ça, et ouais, ok. Et en même temps, des gens qui ont du recul aussi sur les choses. Oui. Par exemple, on sait que l'IA, ça a des impacts potentiellement écologiques néfaste, parce que c'est quand même une grosse consommation d'eau, de carbone. Et donc, c'est aussi intéressant de ne pas être béat devant la technologie, c'est-à-dire d'avoir du recul, une réflexion là-dessus. Donc, ça faut... Bon, je pense qu'en tant que tech enthousiaste, on espère tous qu'effectivement, ils vont améliorer les modèles, mais ce qui semble être le cas, c'est-à-dire que visiblement il y a eu des améliorations déjà drastiques en un an, et ça va aller dans ce sens-là, mais c'est indispensable, parce que si demain toute la Terre utilise des générations d'images et que ça devient une utilisation de ressources infinie quelque part, ça devient un sujet. Ouais, effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est petit, quelque part. C'est encore tout petit. Mais c'est indispensable, en tout cas, que ça... Ouais, d'avoir ça aussi en... qu'il faut l'avoir en tête. Qu'il faut que ces modèles s'améliorent aussi de ce point de vue-là. Top. En tout cas, je te remercie, Gilles, parce que moi, je repars aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur tout... À la fois l'approche, de se dire, en fait, il faut tester, il faut y aller, il faut mettre en prod, il faut pas avoir peur. Et puis de se dire, en fait, on met en prod, on voit ce qui se passe, on est exigeant, on améliore et on pense toujours au client. Ça, je pense que c'est de partir du client pour se dire OK, et pas partir de l'outil. Je pense qu'on a beaucoup de cas d'usage dans cet échange. Donc, merci beaucoup. Et j'aimerais bien que tu reviennes nous parler de ton sommelier IA J'espère. Quand tu auras trouvé la bonne approche qui te permettent d'en faire un produit. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton invitation et pour la pertinence justement des questions et des interrogations. Moi aussi, ça m'a permis de réfléchir tout en parlant. Donc, c'est toujours un moment utile, on va dire. Merci, Gilles. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté AI Retail and Beyond. Cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.